Slipknot, un nom qui évoque immédiatement les masques, mais aussi le chaos sur scène, la brutalité et la violence musicale. Pour beaucoup, ils sont classés dans la case nu metal, aux côtés de Korn, Limp Bizkit ou même de Linkin Park. Mais réduire Slipknot à ce mouvement, c'est passer à côté de leur véritable rôle, car leur impact ne se limite pas à un style musical. Slipknot a été le groupe qui a introduit les sonorités les plus extrêmes du metal, le death, le blast beat, auprès du public mondial, auprès du public mainstream. Et si vous ne me croyez pas, attendez bien de regarder tout ça en entier, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il y a bien plus de choses à voir que tout cela, car ils ont révolutionné la manière dont un groupe de métal peut se vendre, se mettre en scène et même se transformer en une marque. Depuis pas mal de temps, Slipknot n'est pas en réalité qu'un simple groupe, ils sont un mouvement qui petit à petit est devenu une marque et donc une image. Une image marketing puissante avec un business plan très inquiétant car il a retourné la scène du métal. Beaucoup de groupes s'inspirent aujourd'hui de ce groupe phénoménal et pourtant beaucoup les ont moqués à leur début. Aujourd'hui, on va donc explorer cette double facette. Slipknot, à la fois ambassadeur de l'extrême et architecte d'un nouveau modèle business et visuel. Plongeons aujourd'hui dans l'histoire du succès de Slipknot, mais aussi de tous les problèmes qu'ils ont eus sur la route. Fin des années 90, le métal vit une mutation, tout se met à changer. Les groupes des années 80 sont petit à petit en train de mourir. Pas qu'ils ne plaisent plus, mais simplement que le vent a tourné. Korn va alors ouvrir la voie avec son nouveau son, avec un groove assez sombre. Limp Bizkit, qui a d'ailleurs été connu grâce à Korn, mélange rap et riff lourd. Petite anecdote, Fred Durst a tatoué les membres de Korn et leur a glissé une petite cassette de leur démo de son groupe qui s'appelait Limp Bizkit. Et c'est grâce à ça qu'ils ont fait la tournée, ou plutôt des concerts, avec Korn. Comme quoi, avec un petit peu d'audace, on peut arriver à faire de grandes choses. Et durant la fin de ces années 90, Linkin Park s'apprête à exploser avec ses refrains ultra accessibles et surtout son chant clair mais aussi hurlé. Et au milieu de ce paysage apparaît un ovni. Un ovni qui va tout changer. J'ai nommé Slipknot. Dès leur premier album en 99, le groupe choque et intrigue. 9 musiciens, des masques inquiétants, des combinaisons d'ateliers. Sur scène, c'est le chaos total. Des percussions martiales sont utilisées et une énergie incontrôlable se fait ressentir. De plus, les membres du groupe semblent avoir une sorte d'histoire, un lore, un background comme on dit sur internet. Et ces derniers semblent avoir des chiffres pour les représenter. Aucun n'utilise des noms comme les groupes dans les années 80 à la Axl Rose, Slash, etc. qui utilisaient des noms pour représenter des rockstars. Slipknot dénonçait ce genre d'actes. Ils n'étaient que des chiffres, ils étaient là que pour une chose, faire ce qu'ils avaient à faire. Et cela était de choquer. Le plus impressionnant durant cette période, c'est que c'est quand même l'un des rares groupes à avoir un DJ sur scène. Et de plus, il y aura même des passages rappés, avec Corey Taylor qui va faire du rap, pourtant une esthétique proche de Korn, ou du moins une ambiance similaire au groove très sombre et à l'ambiance très nauséabonde ou glauque que Korn peut avoir dans ses premiers albums. Surtout quand vous connaissez l'histoire de ce groupe, dont on parlera dans une autre vidéo. C'est d'ailleurs le moment où je vous invite à vous abonner car on parlera tout cela en détail. Et croyez-moi qu'il y a du très lourd. Dès le départ, Slipknot va sortir du lot comme aucun groupe auparavant. Derrière l'emballage dit nu metal, leur musique cache déjà une brutalité rarement entendue dans un album qui cartonne dans les charts. Vous demandez peut-être quel est le nom de cet album, de Slipknot? Eh bien c'est l'album du même nom. J'ai nommé Slipknot. Avec certains des morceaux les plus importants, comme Spit It Out, un morceau qui sera toujours utilisé dans la carrière du groupe pour faire baisser tout le monde avant de sauter comme des débiles. Ou comme il le dit si bien, comme des maggots, comme des vers en gros. Et d'ailleurs, c'est de là que vient le nom qui représente les groupes, ou plutôt les groupies et les fans de ce groupe. C'est-à-dire les maggots. Oui, nous les fans de Slipknot, nous sommes appelés les maggots, les vers. Car quand on saute dans la fosse devant le groupe, on ressemblait à des vers. C'est d'après les dires du batteur Joey Jordison. Pour ceux qui veulent un autre morceau hyper intéressant et surtout ultra captivant de ce premier album, je vous conseille Surfacing, qui en plus de ça est excellent pour vos séances de sport. En 2001, Slipknot sort l'album Iowa. Et là, c'est encore un bouleversement. L'album arrive directement au numéro 3 au Billboard.
C'est un exploit pour un disque aussi extrême. Si ce n'est d'ailleurs une première pour un style musical autant agressif. Ah, et d'ailleurs vous vous demandez sûrement c'est quoi le Billboard? Imaginez une sorte de classement de toutes les musiques les plus connues du moment, avec toutes les pop stars aussi, et on retrouvait Slipknot en numéro 3. C'est quand même quelque chose, surtout vu la violence de ce bordel. Les morceaux ne sont pas des simples hymnes pour adolescents en colère, je tiens vraiment à préciser ça. Par exemple, avec le puissant People That Call Shit, ou alors Disaster Peace, qui ces deux morceaux sont totalement inspirés du death metal. J'ai vu même des vidéos ou même des gens parler du fait que cela pouvait représenter un peu le grindcore ou avoir des influences de ce style-là. Très sincèrement, je comprends la sonorité, mais je ne trouve pas que c'est aussi proche que ça. Par contre, on y trouve quelque chose d'assez intéressant pour un groupe qui arrive numéro 3 au Billboard, c'est qu'ils ont littéralement des blast beats. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est ça à la batterie. Et surtout beaucoup de riffs venant directement du death metal, et même la manière de chanter qui est très très proche, ou plutôt de scream. Petite anecdote supplémentaire, la plupart des membres de Slipknot avaient des groupes de death metal à côté, et même avant Slipknot. Et ça a son importance dans l'évolution surtout du style et dans l'esthétique du groupe. Mais comprenez bien que pour l'album Iowa, cette fois, les sonorités ne sont pas réservées aux amateurs de musique underground. Car tout ça, grâce au fait qu'ils sont dans les billboards, cela va se retrouver à la radio, et même sur MTV. Ce qui va littéralement faire en sorte que Slipknot va devenir quelque chose de mainstream, devenir quelque chose de populaire à l'école, au gymnase, etc. C'est d'ailleurs la première fois que des éléments de brutalité aussi extrêmes deviennent un produit de masse. Qu'ils deviennent une marque. Et on a parlé du fait que l'esthétique de ce groupe était très important, et cela vient d'une chose particulière, ou plutôt d'un esprit particulier, d'une seule personne, qui avait pensé à tout et cela depuis le début avant même la création du groupe. J'ai nommé Sean Crahan, aussi surnommé Clown, celui avec le masque de clown. Je vous mets un petit extrait que je vous traduirai. You don't understand, I'm gonna make the biggest band in the world. I'm gonna focus all my energy from the way we tie our shoes, to the way we play, to the way we look, to the way we act, to the way we talk. I'm gonna tighten it all up, and it's not gonna fail. Il a toujours réfléchi à tout ce qui était lié à l'esthétique et surtout au lore et à l'humeur générale que le groupe devait avoir. Si une chose ne se passait pas comme il l'avait dit, il était là pour taper sur tout le monde. Probablement littéralement, quand on sait que les membres du groupe se foutaient le feu sur scène et avaient tendance à se frapper à peu près à chaque concert, surtout durant les périodes des années 2000, je pense sincèrement qu'il les tapait. N'oublions pas que Slipknot est né d'une vraie rage, d'une vraie haine et d'une vraie colère. Les membres du groupe devaient être en colère sur scène, ils devaient haïr absolument tout. Ils devaient plonger dans un côté spirituel, dans une transe spirituelle, pour refaire sortir tout ce qu'il y a de plus néfaste chez l'être humain. Ou du moins, le faire ressortir d'une manière musicale. Pour certaines personnes, c'est une œuvre d'art. Pour d'autres, c'est de la débilité profonde. Je penche plus du côté de l'œuvre d'art, personnellement. En réalité, on l'oublie souvent, mais avant Slipknot, le grand public n'avait aucune connaissance, ou plutôt qu'une seule connaissance très limitée, du style autant agressif, autant proche du death metal. Je sais que les puristes ne diront pas que c'est proche du death metal, y a aucun souci, je le comprends totalement, mais pour les normies, ça l'est, pour les gens qui ne connaissent pas bien le metal en général, ça reste très proche du style death metal. Ne jouons pas sur les mots, mes chers musiciens, s'il vous plaît, restez ouverts. Exemple tout bête, mais on avait pu voir une fois ou deux des groupes connus, il y avait Cannibal Corpse qui était passé dans des apparitions, de mémoire c'était Ace Ventura, qui était du coup avec Jim Carrey, et de mémoire il y a même Jim Carrey qui va chanter sur scène, ou c'était avec Napalm Death. Petite correction, dans Ace Ventura, c'était bien Cannibal Corpse, mais il faut savoir que notre très cher Jim Carrey était aussi un fan de Napalm Death, et il avait carrément fait une sorte de cover, une pseudo-cover en live de justement Napalm Death. Parce qu'il en parlait. Je vous mets des petits extraits. Oh. It's great. There's this one band out that's called Napalm Death.
Pour en revenir à Slipknot, eux, ils ont réellement transformé toutes ces influences en un phénomène bien plus global. Ils ont littéralement ouvert la porte à l'agressivité et à nos styles de musique préférés, qui est donc le métal. D'un coup, des millions d'adolescents, des millions d'adultes entendaient une telle violence musicale en plein dans leurs oreilles. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'à cette période, le chant de Corey Taylor n'était pas vraiment du chant, mais bien une voix gutturale, proche du scream du death metal. Et c'est ça qui est vraiment étonnant sur la popularité de Slipknot et son expansion aussi massive. Et je pense que l'esthétique du groupe, et surtout le génie de Sean Crahan, est la raison principale de leur réussite. Très sincèrement, le fait aussi que beaucoup de gens ne connaissaient pas qui était derrière les masques, cela a littéralement mis en avant et créé du questionnement, créé des doutes sur qui étaient ces personnes. Peut-être que c'est ton voisin, peut-être que c'est ta sœur, peut-être que c'est ton père. Mais en réalité, il y avait une part de vérité dans tout cela, car ils étaient forcément proches de certaines personnes qui n'étaient pas au courant qu'ils étaient dans un groupe qui allait devenir aussi connu. Et grâce à tout cela, c'était plus vraiment une niche, le groupe devenait quelque chose de puissant. Tout ça devenait vraiment mainstream. Le métal était littéralement en train d'exploser dans les années 2000. Le choix artistique n'est donc pas une stratégie marketing inventée en studio. Il venait directement des membres, comme on l'a dit. L'influence de l'esthétique, et je dis bien que l'esthétique a influencé le groupe, c'est très important, car l'histoire du groupe que Sean a créé là derrière, cette esthétique glauque, c'est même lui qui va la plupart du temps réaliser les clips avec sa vision des choses. Il veut mettre sa patte partout, son esprit et surtout sa folie, son côté artistique. C'est lui le réel créateur de Slipknot. Et ce qui se remarque le plus dans l'évolution du groupe, c'est que très souvent, avec un nouvel album, vient un nouveau masque pour chacun des membres du groupe. Et très souvent, les membres vont avoir un masque ressemblant à l'ancien, avec une évolution, et parfois même des changements drastiques, principalement pour notre très cher Corey qui va faire des changements assez fous. Et tous les membres reçoivent un masque, ou plutôt choisissent un masque, qui représente qui ils sont réellement. Sans le masque. Le masque est censé les montrer à nu. Et c'est ça, encore une fois, le côté artistique de ce groupe. Le masque représente qui ils sont, au fond de la noirceur, au fond de leurs âmes. Je pense qu'en réalité, leur ADN n'était pas celui d'un groupe opportuniste. Bien au contraire. C'était réellement celui de musiciens profondément ancrés dans l'univers le plus brutal du métal. Évidemment, il y a énormément de membres du groupe, on va pas parler des 9 précisément, car je pense que tous sont intéressants. On a déjà parlé de Sean Crahan, qui est extrêmement important. J'aimerais parler de 2 autres membres, principalement. Et j'aimerais parler de l'influence déjà de Joey Jordison, qui est l'un des batteurs les plus connus au monde, déjà paix à son âme, malheureusement il est décédé. Et de plus, il avait été viré du groupe pour des raisons assez sombres, dont on parlera dans une vidéo dédiée. Mais pour que vous compreniez bien le génie de ce musicien, de cet artiste, c'est que même de son vivant, il a marqué des générations entières de batteurs qui ont voulu devenir comme lui. J'en faisais partie. Et j'en fais plus ou moins toujours partie. Et je pense que vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo en pensant la même chose. Donc ouais, il est impossible de parler de Slipknot sans évoquer le nom de Joey Jordison. Avec lui, il faut imaginer une double pédale constante et des blast beats qui ont envahi le grand public. Bien sûr, d'autres batteurs avaient déjà utilisé ces techniques, mais jamais dans des albums qui se hissaient aussi haut dans les classements, aussi haut dans le Billboard. Joey Jordison jouait avec une intensité presque chaotique, mais un chaos contrôlé. Et ça, c'est très important. Certaines personnes critiquent d'ailleurs les musiciens pour leur manque de précision parfois, comme bien d'autres membres, d'autres guitaristes dans d'autres groupes, d'autres batteurs dans d'autres groupes. Mais rappelons-le que l'être humain n'est pas forcément un robot, il va forcément faire des erreurs. Et quand je vois comment Joey jouait, très sincèrement, je me dis, s'il y a vraiment des gens qui arrivent à trouver des trucs à redire de ce mec, ils ont vraiment du temps à perdre. Et ils devraient plutôt se regarder dans la glace. C'est mon avis, honnêtement. Revenons-en aux membres de Slipknot. J'aimerais m'attarder sur un autre membre du groupe, quelque chose qui est très peu connu, et j'aimerais donc vous parler de Mick Thompson, ce géant avec le masque de métal. Il faut savoir qu'il est assez discret, c'est probablement le membre le plus discret du groupe pour beaucoup de raisons, probablement déjà du fait qu'il est très introverti, et le plus fou c'est que dans les 2 premiers albums, les groupes, ou plutôt le groupe en général, 9 personnes à gérer en termes de social, c'est très difficile. Imaginez une énorme famille qui se prend sur la gueule et qui en plus est en train de créer quelque chose qui est une base de haine et de colère.
Artistiquement parlant, c'est hyper dur à gérer pour 2-3 personnes. Imaginez si là il y a 9 personnes qui créent une œuvre d'art ensemble qui est basée sur la colère. Forcément qu'il va y avoir des tensions, des frictions, et en plus on mélange avec l'argent, le succès, et en plus de ça, forcément, l'alcool, la drogue, le côté rockstar, l'anonymat qui peut être parfois dur à gérer aussi parce que certaines personnes peut-être avaient envie de se montrer, peut-être d'autres pas. C'est très compliqué, aussi la paranoïa par rapport au fait peut-être que certains avaient peur d'être reconnus et d'être reconnus en premier, quitte à porter le blâme pour que tous les autres tombent avec eux. Et il faut savoir, comme je disais, que Mick était très discret, surtout dans la création des 2 premiers albums. Il venait faire son taf dans le studio, il enregistrait et il se cassait. Les autres membres du groupe se droguaient, presque tous, très sincèrement, et tous buvaient surtout. Mais Mick, pendant que eux ils faisaient ça, il allait dans son coin et il continuait à jouer. Il faisait que jouer, il faisait que s'entraîner, et c'était tout ce qu'il faisait. Et pour moi, je tiens quand même à rappeler qu'il est l'un des meilleurs exemples de résilience et de je travaille avec des gens que j'aime pour le côté artistique, mais je n'aime pas ce qu'ils font de leur vie quand même du côté privé, alors je ne me rapproche pas d'eux et je reste résilient et je reste en sécurité et je me protège face à autant de chaos incontrôlé. Car quand Slipknot était autant contrôlé dans son chaos sur scène, derrière la scène, c'était le bordel. Mais ça aussi encore, ça mérite une vidéo dédiée car je pourrais en parler pendant des heures. Donc voilà, Mick est probablement mon membre préféré du groupe pour ces raisons-là. Il est très inspirant sur le côté de son entourage et de ses choix de vie. On l'a dit précédemment, mais l'influence de Slipknot se limite pas que au son. Sean Crahan a donc bien prévu tout et cela de A à Z. Probablement d'ailleurs qu'actuellement il est déjà en train de planifier les prochains succès de ses fils, car ses fils, et oui, les fils de certains membres de Slipknot ont un groupe qui s'appelle Vended, avec le fils de Corey Taylor, Griffin Taylor au chant, et Simon Crahan à la batterie. Groupe que d'ailleurs je vous conseille, qui est excellent. Et l'esthétique ressemble beaucoup à Slipknot, et je pense, en tout cas j'en mets ma main à couper, que pour l'esthétique et surtout principalement les clips musicaux, notre très cher Sean Crahan doit avoir mis sa patte là-dedans. En tout cas, je reconnais beaucoup son génie artistique. Pour en revenir à Slipknot, chaque membre avait un masque, comme on l'a dit, un numéro, une identité visuelle propre. Je le rappelle, dès les premiers albums, ils portaient des combinaisons en one pack, tout se mettait en une fois, comme littéralement des prisonniers. Et ils avaient même des codes barres dans leur dos. C'était très particulier. C'est donc pas en réalité qu'une simple gimmick. C'était vraiment un univers à part entière, et Slipknot nous invitait dans les années 2000 à le rejoindre. On pourrait comparer ça avec Kiss, avec l'esthétique ultra abusée, et aussi le merchandising un peu bizarre, mais Kiss n'avait pas forcément d'histoire poussée. On pourrait peut-être comparer avec des autres groupes comme Gwar, qui est un groupe qui utilise des cosplays et des masques depuis des années, et qui eux ont tendance à plutôt parodier les choses qui se passent, la politique, etc. Donc pareil, ils n'ont pas vraiment d'esthétique qui est liée à l'univers qu'ils ont. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je reparle de ce sujet-là maintenant. Eh bien pour moi, il y a une simple raison. Si Slipknot a mis autant le point sur cet art visuel, c'est pour une simple raison, l'imagination. L'imagination, les histoires qu'on se raconte, c'est la chose qui nous rapproche tous. Vous êtes sur une vidéo aujourd'hui ici, car vous aimez entendre des histoires. Vous aimez entendre des histoires de vos groupes préférés. Évidemment, c'est la chaîne ici où je parle de tout ça, de tous vos groupes préférés. Et l'être humain, nous avons toujours adoré ça. Depuis des temps mémoriaux, nous avons toujours adoré nous raconter des histoires qui font peur, qui font rêver, ou même des contes et des mythes. Toutes les légendes viennent d'une simple soirée où des gens se sont mis autour d'un feu et ont raconté quelque chose qu'ils ont vu, où ils ont mis un peu plus de paillettes, où ils ont raconté ça avec leur vécu, où ils ont raconté ça en inventant des choses. Nous aimons tous les histoires, et encore plus quand celles-ci nous parlent. Et c'est pour ça que le groupe, avec son visuel, et surtout les périodes compliquées des années 2000, les adolescents qui ne se sentaient pas forcément bien chez eux, avec leurs parents, c'était compliqué, et c'est pour ça que le groupe a réussi à trouver directement son audience. Les gens qui ne se sentaient pas à leur place, les outcasts comme on les appelle principalement en anglais, les gens qui ne sont pas dans les moules et qui ont tendance à ne pas trouver leur place nulle part, comme beaucoup d'entre nous qui aimons le métal, on a forcément été rapprochés de ce style musical sans forcément trop comprendre pourquoi. On a fini par l'aimer, et surtout on a fini par aimer son esthétique fort. Et Slipknot l'avait compris. Sean Crahan l'avait compris en créant Slipknot. Grâce à ça, on avait un masque auquel s'identifier.
car beaucoup d'entre nous devions mettre un masque en grandissant avec les gens autour de nous. On devait faire semblant. Mais eux sur scène n'avaient pas besoin. Et quand on allait voir un concert de Slipknot, pendant une simple soirée, pendant 1 heure ou 2, on n'avait pas besoin de faire semblant. On était simplement chez nous. C'est pour ça que cette approche a été un coup de génie commercial. Les masques, les vêtements, les symboles sont tous devenus des objets de merchandising massifs. Et cela a montré à toute l'industrie qu'un groupe de métal pouvait exister comme une franchise, avec des codes visuels et ses produits dérivés. Et je maintiens que cela a été probablement influencé par Kiss. On peut clairement voir un avant-après Slipknot. Évidemment, il y a eu énormément d'albums que Slipknot ont fait qui ont été des réussites, certains moins. Il y a eu la tragique mort de certains membres du groupe, comme le tragique Paul Gray, qui est décédé à cause de médicaments qui ont été mal dosés, ce qui est parti en procès avec la famille, etc. Enfin bref, c'est toute une histoire très compliquée, très longue, et plein d'autres membres du groupe qui, en plus de ça, ont été virés pour des raisons assez douteuses. Mais il faut quand même noter une chose. Beaucoup de groupes avant, comme Gwar, Mushroom Head, Kiss, on pourrait appeler ça des masques si on veut, même si Kiss a réussi, les autres ont eu de la peine, on va dire, à monter autant haut dans le Billboard, voire ils n'ont pas du tout réussi. Et après Slipknot, tout a changé. Et on le voit aujourd'hui, mais des groupes comme Sleep Token, qui sont littéralement basés sur les masques, sur l'identité cachée, explosent. Ils sont en train de faire exactement ce qu'ont fait Slipknot, avec un lore, avec toute une histoire, un personnage. Vessel, qui est donc un vaisseau. Un vaisselle, d'ailleurs dans la mythologie et plutôt le côté catholicisme, c'est donc un véhicule de l'âme. Et c'est de là que vient le nom de Vessel. C'est un peu plus complexe, évidemment. Mais c'est toutes ces histoires un peu poussées de groupes que l'on voit actuellement qu'on peut simplement relier à Slipknot. Tous ces groupes s'inspirent d'eux. Tous les groupes qui mettent des masques s'inspirent d'eux. Quasiment tous en tout cas. Exemple tout bête, Slaughter to Prevail aussi met des masques et ils sont des grands fans de Slipknot. La plupart des morceaux ressemblent énormément. Ghost, c'est pareil, c'est le même principe aussi. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que tous ces groupes ont un univers fort, ou du moins une identité visuelle forte. Slaughter to Prevail n'a pas d'identité visuelle qui est liée à un univers, mais ils ont un côté très borderline sur certains points, très macho sur certains points, qui plaît énormément qu'on le veuille ou non. C'est des gros bourrins qui font ce qu'ils veulent quand ils ont envie, ça plaît ou pas, et ils te foutent un doigt dans ta gueule ou un poing dans ta gueule, et ferme-la. Et ça marche. Ça reste un univers. Pas vraiment, mais on se comprend. Aujourd'hui, Slipknot est l'un des groupes les plus importants, et surtout les plus influents. La plupart des membres du groupe avaient d'ailleurs d'autres groupes à côté. Stone Sour est un des meilleurs exemples, avec Corey Taylor qui était au chant aussi, et Jim Root qui était aussi à la guitare. Mais le problème, Jim Root a été viré par la suite, ça a créé des tensions, évidemment c'est compliqué quand il y a du business. L'argent et l'art, c'est très compliqué à gérer. Au final, musicalement, ils ont rendu accessibles des sonorités extrêmes, qui étaient autrefois réservées à un monde presque inconnu pour les gens plus mainstream. Niveau business et marketing, ils ont donc démontré qu'un groupe pouvait être pensé comme une marque, avec un univers et des produits et une identité forte. Visuellement, ils ont inspiré toute une génération de groupes qui à leur tour utilisent des masques, des mystères et du storytelling pour se démarquer. Et même autre que du côté storytelling et de l'univers que les groupes peuvent prendre de Slipknot, il y a aussi simplement les riffs et la violence de certaines choses qui se passent dans Slipknot, la sonorité très particulière de certains morceaux. De nombreux groupes vont littéralement voler ces idées-là pour les refaire leur sauce. Et c'est pas si mal, ça permet d'avoir des choses qui sont faites avec une similitude, mais derrière avec des yeux différents. Tant qu'évidemment c'est pas un copier-coller, on est d'accord. Et pour être sincère, je pense que je connais aucun groupe qui ont eu un impact aussi majeur que Slipknot dans tous les groupes que je connais. Et je parle bien de la sphère métal, qu'on soit bien d'accord. Michael Jackson est un exemple excellent d'un groupe et surtout d'une personne dans la musique, Freddie Mercury pareil, qui ont eu des impacts énormes, Elvis pareil. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais Slipknot, c'est quand même un groupe qui est vraiment un ovni. C'est 9 personnes, déjà ça c'est ultra rare, 9 tarés sur scène. Ça fait pas de sens. En fait, quand on pense à Slipknot, juste mathématiquement parlant, ça ne fait pas de sens que ça ait marché. Mais, comme on l'a dit, le génie derrière toutes ces créations artistiques, je le maintiens, c'est notre très cher clown. Et je pense vraiment qu'il a mis un doigt là où il fallait, et c'est très bizarre cette phrase. Mais je trouve vraiment qu'il a réussi à trouver quelque chose que les gens n'avaient pas encore eu.
Et c'est une réelle colère et une réelle haine mise en musique, qui était accessible surtout. Pour moi, Slipknot est l'un des groupes les plus importants, non seulement pour la sonorité, mais aussi pour mon enfance, mon adolescence, et comme pour beaucoup de monde. Des fois, les gens me cassent les couilles, je mets du Slipknot, me sens mieux. Il y a évidemment des gens cons partout et des gens bons partout, mais parfois quand on a tendance à trop côtoyer des gens très cons, du Slipknot dans les oreilles, ça fait du bien. Ça évite de péter la gueule à des gens. Et au fond, Slipknot a toujours représenté quelque chose de plus grand que de la musique. Derrière les masques, il y avait une métaphore puissante. Qui sommes-nous vraiment quand nous retirons nos propres masques sociaux? Le chaos de leur concert, c'est aussi le reflet du chaos intérieur que chacun porte en lui. Leur succès soulève une question. Pourquoi est-ce que l'humanité, depuis toujours, cherche-t-elle à transformer sa souffrance en art? Est-ce que la brutalité de Slipknot n'est pas en réalité une forme de catharsis universelle? Et si la fascination pour ces figures masquées disait quelque chose de plus profond? Un besoin de mystère, de rituel, presque spirituel, dans une époque où tout est surexposé et transparent, où tout est sur les réseaux et tout est partagé, où tout n'est que politique pour la plupart des gens, alors qu'en réalité cela n'est qu'un spectre de vérité. Peut-être que Slipknot n'est pas seulement un groupe de métal, peut-être qu'ils sont un miroir de notre époque, un cri collectif, une manière d'affronter nos démons et une preuve que même dans le bruit le plus violent, il y a une quête de sens, de vérité et paradoxalement d'harmonie. Alors la question reste ouverte et je vous la pose à vous. Merci d'y répondre en commentaire. Slipknot nous ont-ils simplement divertis? Ou ont-ils touché à quelque chose de beaucoup plus essentiel? Une dimension où le chaos devient presque spirituel. La plupart des membres du groupe sont et vont sur leurs 50 ans, si ce n'est les 60. Je pense qu'on ne va pas tarder à voir la fin de ce groupe qui demande une animosité et une violence extrême en concert. Et je ne vois pas ce groupe changer tous ses membres, principalement Sean et notre très cher Corey Taylor. Les autres, on l'a vu, ça c'est déjà fait. Mais pour le reste, je pense pas. Si vous êtes encore là, écrivez FMTV en commentaire, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo pour soutenir la nouvelle chaîne qui vient d'arriver. Comme vous le savez peut-être, je fais des vidéos sur YouTube depuis quelques temps, ici on est sur une nouvelle chaîne de musique, et on parlera donc de tout l'univers de la musique, avec beaucoup de choses sur le métal que j'ai appris depuis que je suis tout petit. Donc si vous voulez rejoindre mon univers et peut-être même le vôtre, peut-être que vous en faites déjà partie, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton de s'abonner. Et on se retrouve très prochainement, vous pouvez aussi checker les liens dans la description ainsi que le commentaire épinglé, c'est la manière pour nous soutenir avec nos partenaires de la chaîne financièrement, vous avez des rabais sur certains de vos achats, comme Oli Energy qui est un de nos partenaires les plus vieux, et d'autres. Et vous économisez des sous, nous ça nous fait un petit pourcentage sur vos achats, on touche quelque chose et donc on l'investit dans les vidéos. Merci à tous, prenez soin de vous, de votre santé physique et mentale, l'empereur vous protège. Ave Imperator.